Bonjour Boubacar, Bonjour. merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter. Oui, je m'appelle Boubacar Seck, je suis architecte de formation. Je viens du Sénégal où j'ai passé mon enfance et la première partie de ma vie de jeune adulte. Puis je suis arrivé à Bordeaux pour faire mes études d'architecture à l'école d'architecture et des paysages de Bordeaux. Puis j'ai eu la chance d'aller faire une partie en Allemagne et puis en Italie et en Espagne. Donc j'ai fait une bonne partie de mes études en Europe. D'accord, ok. À quel âge tu es arrivé ici? 21 ans. 21 ans, Mhm. ok. Oui, je suis pas si jeune que ça, 21 ans. Non, non, j'ai déjà eu euh, comment dire, une formation au Sénégal où j'ai fait un peu d'études de pharmacie, puis j'ai arrêté parce que c'était pas ce que je voulais vraiment faire de l'architecture et il n'y avait pas d'école d'architecture à Bordeaux, donc à À Dakar, au Dakar, ok. Sénégal, et donc j'ai voulu partir faire mes études d'architecture. D'accord, et ensuite, du coup, des études d'architecture à Bordeaux. Et après, je suppose que ta carrière, du coup, s'est lancée à Bordeaux aussi, du coup. Oui, ma carrière, entre guillemets, en tout cas, ma vie professionnelle s'est lancée à Bordeaux. Puis, pareil, j'ai eu beaucoup de chance d'aller faire des stages à l'étranger, à Paris d'abord, puis après au Maroc et en Italie aussi. Et donc, j'ai poursuivi comme ça un petit périple universitaire et professionnel. D'abord en Europe, puis au Sénégal, où j'ai fait un stage de professionnalisation, puis au Maroc et en Chine pour un stage aussi de fin d'études. D'accord. Tu as une spécialisation dans l'architecture d'ailleurs. Qu'est-ce que ça Alors, concerne? oui, il y Touche à a quoi? des architectes qui sont spécialisés, hein, mais moi, en fait, on se spécialise par le hasard des rencontres et des clients qu'on appelle maîtres d'ouvrage qu'on rencontre. Moi, je travaille beaucoup à Bordeaux, dans le centre-ville, donc l'architecture du 19e, 20e, et en termes de réhabilitation. Et puis, on fait beaucoup d'écoles aussi. Et puis, les, euh, les voyages et professionnels que je fais au Maroc, au Sénégal, me mettent dans une spécialisation des structures de santé ou scolaires en général. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment sur des bâtiments institutionnels en fait. Bâtiments institutionnels ou Administratifs semi-institutionnels, ou... parce que parfois je travaille avec les institutions étatiques, mais avec parfois des ONG ou des associations ou des fondations. Donc une sorte d'architecture un peu, qu'on dirait peut-être pompeusement engagée, mais c'est le cas. Ouais. On va construire des écoles au fin fond des villages du Sénégal, de Côte d'Ivoire ou en Inde parfois aussi. Ça va être hyper intéressant, ouais. Et Mm. puis, ça doit me mettre du baume au cœur même pour toi, je veux dire. Oui, et puis là, on voit l'efficacité de notre métier quand des petites filles et des petits garçons qui faisaient 12 kilomètres pour aller à l'école se retrouvent avec l'école à 300 mètres ou à 100 mètres ou au milieu de leur village. Ça amène un supplément à la fois de culture, d'âme, mais aussi de reconnaissance pour tout le monde, quoi. Parce que souvent, c'est des projets collectifs. En général, un architecte ou une architecte signe un bâtiment à son nom. Et là, il est très difficile de dire que c'est moi qui l'ai fait, quoi. C'est le nous qui est le plus important. Ok. Et c'est la force du nous qui amène à l'aboutissement des projets. Hyper intéressant, hyper Mhm. intéressant. Ça doit être hyper intéressant en tout cas. Petite question qu'on pose à tout le monde avant qu'on continue. Quelle est la dernière œuvre d'art à laquelle tu as été confronté, que ce soit de la musique en venant ici ou un film que tu as vu récemment, enfin, Oui, dis-moi. alors j'ai deux œuvres d'art qui me viennent. Alors la première œuvre d'art, on s'en rend pas compte, c'est la ville de Bordeaux, hein. Quand on se lève le matin, on retrouve dans une belle ville, mais en général les villes françaises sont belles, hein. Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Montpellier, Paris, mais les villes du monde aussi, hein, Dakar, Casablanca, Mexico, Sao Paulo. Donc en fait, on se rend plus compte que nous vivons dans des œuvres d'art qui sont des œuvres humaines en fait.
Mais pour répondre plus précisément à la question, le dernier, comment dire, émerveillement que j'ai eu, c'est quand même un concert de André Manoukian qui fait chanter Élodie Frégé, Awali, Inès, et puis dans des chansons de Gainsbourg avec piano et basse, quoi. Et c'était un très beau concert, donc c'est ça la dernière œuvre d'art. Ok, parfait. En plus de ce que tu fais d'architecture, tu es aussi écrivain. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a amené de passer d'architecte à écrivain? Moi, j'ai l'impression que la plupart des écrivains arrivent à la littérature par la lecture. On lit beaucoup, on est touché par des émotions, on est pris par la main pour nous amener dans des mondes qu'on ne connaît pas. C'est un peu des voyages et des vies par procuration, la lecture. Et à force de lire, même si on ne se dit pas grand lecteur, le fait d'aimer les livres, on a envie que ces émotions et ces vies, d'ailleurs, d'autres vies que les nôtres, qu'on découvre dans les livres, mais aussi les voyages livresques, ou les voyages immobiles, comme disait Rimbaud. C'est voilà, les voyages qui font que nous ne bougeons pas, mais nous y allons. Bon, voilà, m'ont donné envie d'écrire. Mais j'ai l'impression que la plupart des écrivains que j'entends ou que je croise m'ont dit « Ouais, on a beaucoup lu, ça m'a touché et ça m'a donné envie d'écrire. » Et puis la deuxième chose qui m'a donné envie d'écrire, c'est pour, comme je dis, terminer mes conversations. Je déteste les conversations qui se terminent en eau de boudin, où tout le monde part et on n'a pas fait la synthèse de ce qu'on s'est échangé. Et donc, quand je reviens chez moi avec cette petite frustration où on n'a pas touché en profondeur des choses comme ça, je me suis mis dans la peau de tout le monde pour reconfigurer la conversation et de lui donner de la charpente au niveau des arguments, des idées, des répliques. Voilà, ça nous arrive tous d'avoir un débat ou même une sorte de polémique et on se rentre chez nous et on dit « Ah, mais j'aurais dû lui dire ça !» Ça nous arrive à tous. Exactement. Enfin, pas tous les jours, mais presque en tout cas, c'est ça. Esprit d'escalier. Et voilà, donc je reprends la conversation et je me mets dans la peau de tous les personnages qui étaient dans la conversation, dans une forme d'honnêteté intellectuelle et d'objectivité le plus possible pour terminer ces conversations, quoi. Donc en fait, finalement, c'est d'une frustration des conversations qui se terminent en eau de boudin qui m'ont donné envie d'écrire. Ok, d'une frustration, on devient écrivain. C'est pas mal comme façon. Effectivement. Bonne motivation en tout cas. Le deuxième d'ailleurs, deuxième livre, hein, c'est ça? Oui, deuxième livre, du coup, s'appelle Une jeunesse malsaine. Je vais du coup te demander, est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un peu des deux? Est-ce que c'est inspiré de ton histoire? Alors, on écrit toujours en disant roman pour se cacher, mais c'est la vérité. Hein, on n'invente rien tous. Une jeunesse malsaine, c'est d'abord les souvenirs d'enfance que j'ai rassemblés. Mais c'est un roman qui se passe aujourd'hui, hein, dans les années 2020, dans une capitale africaine que je cite jamais, mais qu'on reconnaît, qui est Dakar. Et j'ai voulu un peu raconter le Sénégal avec des personnages qui incarnent tous une partie du Sénégal, comme si le roman était une coupe de la société, où tous les personnages représentaient un bout de la société, mais qui se passe au niveau d'un quartier. C'est une sorte de huis clos que j'appelle huis clos urbain, où les protagonistes ne sortent presque jamais de ce quartier, comme une sorte d'enclave ou de clôture,
mais pour les observer le mieux possible, pour pas qu'ils s'échappent, en fait. Je les enferme pendant 3 jours. Le roman se passe sur 3 jours. Oui, vendredi, samedi, dimanche, c'est un week-end. C'est vraiment un week-end, en fait. Oui, tout à fait. Rapide, ouais. Et il y a tout le monde. Il y a la maman héroïque qui se bat au quotidien dans une vie difficile. Il y a 2 jeunes filles qui sont brillantes, espiègles et très engagées. Il y a de la politique, il y a de la violence de la société, mais la violence faite aux femmes que je voulais dénoncer. Il y a des questions de religion, des questions de voyage et de désir de voyage. Il y a un personnage qui a envie de prendre les fameuses pirogues pour traverser la mer et risquer leur vie. Voilà. Donc c'est une histoire du XXe siècle ou même du XXIe siècle, mais des années 2020, mais qui est le résultat d'une sorte d'agrégation de mes souvenirs. Parce que j'ai trouvé qu'en fait, la société sénégalaise a énormément changé, mais fondamentalement, rien n'a changé. Ça m'a fait penser presque au roman de Lampedusa qui s'appelle Le Guépard, où il dit il faut que tout change pour que rien ne change. Le personnage dit que si nous voulons que tout soit pareil, il faut que nous ne changions rien du tout. Et c'est ce que j'ai vu dans cette société-là où la vie s'est modernisée, on a eu les outils contemporains et digitaux que nous utilisons, avec une société hyper connectée au monde, très informée. Mais en même temps, on a gardé les invariants de la culture sénégalaise, de la solidarité, de la sublimation des difficultés de la vie. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est toujours quand je retourne chez moi, de retrouver qu'en fait la vie est difficile, mais cette capacité à la sublimer pour presque la rendre heureuse, quoi. Et m'a toujours... depuis que je vis très loin de chez moi au Sénégal, ça m'a toujours paru une sorte de miracle parce que je vis dans une société où on est quand même toujours exactement et dans une forme de râle permanent. Je ne sais pas si on dit un râle ou une râle. En tout cas, voilà, il y a ce côté insatisfaction permanente. Et quand je vois dans des sociétés où les gens subliment les difficultés, ça m'a donné envie de raconter ça. D'accord, ça doit être une belle histoire. C'est un roman de combien de pages? On est sur 260 pages et effectivement 3 jours, 260 pages. Donc ça condense l'histoire. Ouais. Un huis clos, c'est... Je crois d'ailleurs, j'ai jamais lu de livre qui se passe en huis clos. Des films, j'en ai vu beaucoup. Oui, tout à fait. Mais des livres, en tout cas, non. Il y a la pièce de théâtre aussi. Il y a des pièces de théâtre qui sont des huis clos. Mais je me suis inspiré quand même. Il y a des choses qui existent. Moi, j'ai pris le quartier comme échelle, mais il y a des références sur un immeuble. La vie mode d'emploi, c'est l'histoire d'un immeuble à Paris. Ou La vie devant soi, c'est le quartier Belleville. Il y a un très beau livre que j'ai beaucoup aimé, qui a été adapté au cinéma, qui s'appelle L'immeuble Yacoubian. C'est un immeuble au Caire. Et l'immeuble fait aussi, comme je fais dans le quartier, une coupe de la société égyptienne, où il y a l'ingénieur, l'architecte, la jeune fille qui vient d'arriver de son village et qui rentre dans ce vampire qui est la ville la capitale du Caire avec, je crois que c'est 18 à 20 millions d'habitants. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, voilà. C'est à quelle époque ça se passe ça? Et l'immeuble Yacoubian, ça se passe dans les années 2000. Hein, ah oui, donc c'est pas un vieux roman. Non, mais très moderne, qui raconte ce Caire, très effervescent, très foutraque, mais aussi où, on voit la corruption, l'islamisme radical, la politique, les enjeux, et puis
la guerre n'est pas loin parce qu'on est au Proche-Orient et c'est toujours une poudrière. Voilà, c'est ce beau roman-là qui m'a inspiré aussi avec La vie mode d'emploi, l'histoire de cet immeuble. Et en tant qu'architecte, j'ai élargi et j'ai fait une coupe du quartier plutôt qu'une coupe de l'immeuble, quoi. Le quartier a été designé du coup par tes soins, je suppose. Exactement, ouais. Tu as dû te faire un plan Tout à fait, c'est pour savoir une où se petite passaient les forme choses, urbaine quoi. que j'ai dessinée pour... l'occasion, quoi, pour le livre. Et du coup, si on repart sur l'architecture, dans ton enfance, est-ce que tu as eu un élément déclencheur qui a fait que l'architecture te plaisait plus qu'autre chose, l'enfance, l'adolescence ou plus tard d'ailleurs? Oui, alors on peut parfois refaire l'histoire et l'enjoliver, la sublimer, et c'est très facile, hein. Mais il est vrai que quand j'étais adolescent, j'ai grandi dans la maison de mes grands-parents et mon grand-père avait été abonné avait une belle bibliothèque d'abord et plein de livres. Et dans cette bibliothèque, il y avait des encyclopédies qui s'appelaient Tout l'univers. Des très beaux livres rouge bordeaux avec l'intitulé en or, donc rouge, bordeaux et or. Et c'était une vingtaine ou trentaine de livres. Bon, aujourd'hui, c'est super décalé parce que quand on cherche une date historique, on tape sur Google bataille, je ne sais pas, d'Azincourt et on a le... Mais voilà, moi, quand j'étais enfant, c'était de la référence en fait. C'était, voilà. Et j'adorais feuilleter comme c'est une encyclopédie, il y a toutes les disciplines du monde, non? L'histoire, la géographie, l'économie, l'architecture, les questions d'environnement à l'époque. Et j'adorais, voilà. Et dans ces encyclopédies, j'adorais regarder les temples grecs et romains de l'Antiquité, l'Égypte, la Grèce et Rome. Et voilà, j'aimais beaucoup aujourd'hui, à Athènes, il y a le Parthénon qui est sur l'Acropole, qui est presque en ruine de pierre, hein, avec quelques colonnades qui sont conservées. Mais il faut savoir que le Parthénon était coloré, multicolore. Ah bon, je ne savais pas du tout. Exactement, c'était un bâtiment multicolore, quoi. Et c'était dessiné comme ça à l'époque, et donc ça donnait envie avec les Grecs et les Athéniens sur cette acropole avec leur toge et ce bâtiment multicolore, quoi. Ça devait être magnifique. C'était magnifique, ouais. Tu as pu y aller Oui, je suis allé les visiter vestiges de l'acropole d'Athènes avec les Rectéion, le Parthénon et puis... quand on est étudiant en architecture, il faut aller en Grèce et à Rome, quoi. Ça, c'est sûr. Ça fait de beaux vestiges là à voir. Et du coup, pour revenir sur cet élément déclencheur qui t'a amené, donc c'est cette encyclopédie. Oui, c'est l'encyclopédie avec ces architectures magnifiques, quoi, les temples égyptiens, hein, du côté de Gizeh et Saqqara, puis tout ce qui est établissement humain autour de l'Irak qu'on appelait à l'époque la Mésopotamie. Voilà, ça m'a donné vraiment envie. D'abord, c'était des voyages, comme je disais, immobiles, hein, on allait quelques siècles derrière, et puis quand on est un petit Sénégalais dans sa petite maison de Dakar, et puis tout d'un coup, le monde s'ouvre à nous par l'intermédiaire de ces encyclopédies, ça a donné envie de poursuivre un peu ça. Alors, j'ai hésité, hein, je voulais être soit médecin, soit architecte. Voilà. Je ne regrette pas trop d'avoir choisi l'architecture. Et du coup, tu as commencé par les études de médecine ou tu es directement pharmacie, de pharmacie ouais. du coup? Mais ça ne m'a pas plu du tout. Non. Donc, et du coup, tu as enchaîné sur les études d'architecture. Ok. Au Sénégal, du coup, il y a des écoles d'architecture ou pas? Alors, il y en avait une qui est fermée il y a un peu plus de 30 ans. Donc, moi, quand j'étais diplômé, c'était déjà fermé. Et donc, il n'y avait pas d'école d'architecture du tout quand je voulais faire ces études-là. Donc, voilà, j'ai demandé à l'époque, on appelait ça des prescriptions en France.
Et j'ai eu la chance d'avoir 3 réponses positives à Paris, à Clermont-Ferrand et à Bordeaux. Bon, Clermont, il n'était pas question d'y aller dans ce massif central hyper froid. Ah bah oui, on a fait. Paris, pourquoi pas, mais si j'étais quand même un jeune et je me disais qu'une grande ville comme ça, j'ai choisi une ville moyenne qui est Bordeaux. Et en plus, j'avais de la famille, mon oncle était ici. Donc il m'a accueilli royalement et m'a beaucoup aidé à m'installer, à être bien dans cette ville pour les premiers pas d'un étudiant qui vient de 5000 km. Quoi. Ça fait loin, oui. Ouais. Beaucoup de kilomètres. Et ça s'est bien passé, du coup, les études, je suppose, à Bordeaux Oui, moi, j'ai fait des études super, hein, franchement. Il y avait un prof qui m'avait dit, d'ailleurs, j'avais tiqué un peu, mais j'ai compris ce qu'il lui a dit. Il m'a dit, toi, tu as profité de l'école. Et c'était une façon de dire que tu t'as tiré tous les avantages que propose une école, y compris dans l'engagement à l'intérieur de l'école. J'étais membre du bureau des étudiants, le BDE, oui. Puis je l'ai présidé, puis voilà, les voyages que j'ai évoqués tout à l'heure, voilà, on était quand même... C'est une école ouverte où on allait très loin, en Chine, au Maroc, en Suisse, en Italie bien sûr, en Grèce. Vous avez vraiment voyagé. Oui, tout à fait. En 5-6 ans, on a fait 8 voyages, 8 grands voyages, sans compter les petits voyages à l'intérieur du pays. Elle s'appelle comment cette école? C'est l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. Ok. Et après ces études, du coup, tu as commencé ta voie professionnelle du coup à Bordeaux aussi? Tout à fait. Bon, moi j'ai commencé à travailler juste avant de terminer mes études pour des questions, bon, d'abord de financières. Et puis j'ai eu, voilà, pareil, eu des rencontres de gens qui m'ont embauché dans leur agence en 4e, 5e année. Donc, et puis après, ça m'a fait du réseau et ça fait une sorte d'enchaînement dans la vie professionnelle. D'accord, très bien. Je te laisse boire. Je vais faire pareil, allez. Il nous reste quelques petites questions. Bon, comme tu le sais peut-être, notre podcast est quand même très centré autour de l'art et de l'artistique en général. Toi, tu es architecte et écrivain, donc ça fait deux arts, si on peut dire ça comme ça. Quelles sont tes inspirations? Tu nous as discuté de quelques petites choses, mais quelles sont ta source d'inspiration? Peut-être tu en as une commune entre les deux. Si tu pourrais nous dire ça. Bah, pour l'architecture, en général, c'est plus les voyages qui m'inspirent et quelques grands architectes quand même qui ont posé des véritables concepts. Je pense à Jean Nouvel que j'ai découvert quand j'étais étudiant, qui était un architecte très conceptuel, très intellectuel et qui était très attentif au contexte. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué. C'est l'idée que quand on fait de l'architecture, on ne sait pas ce que le projet va être, mais c'est le contexte, les éléments qui sont intrinsèques, mais externes aussi, qui font la pâte à modeler. Le projet au départ, c'est une pâte à modeler, et puis comme les enfants, on le modèle, quoi. On le modèle en fonction de l'économie, de la situation, du climat, de la destination du projet. Voilà, ça c'est du côté architecture. Du côté littérature, c'est... alors, effectivement, je suis plutôt éclectique. Je lis un peu de tout, des mangas, des grandes œuvres littéraires du 19e siècle, les naturalistes, la philosophie allemande m'a beaucoup inspiré, Hegel, Kant, Nietzsche, Spinoza, qui est plutôt du côté de la Hollande. Mais je voudrais quand même faire référence à une littérature dont on parle très peu et qui, à mon avis, mérite, c'est la littérature indienne. En fait. Indienne ? Indienne. Ok.
les grands écrivains indiens, comme leur pays qui est immense, font des livres de 1000-1500 pages avec autant de personnages. Et c'est des sagas incroyables. Je pense, je sais pas, à Amitav Ghosh, à Arundhati Roy, à Anita Nair, voilà, pour donner des exemples de romans que j'ai beaucoup aimés. Voilà, il y a le Vendeur de Sari, qui est un roman magnifique sur la connaissance et l'ignorance. Je pense un livre qui s'appelle Tous ces silences entre nous. En plus, c'est des très beaux titres. Hein. Le Seigneur de Bombay, Le Dieu des petits riens, qui est un très beau texte, qui est très connu. La maîtresse des épices, voilà, l'équilibre du monde. Voilà. Il y en a énormément, effectivement. Tu les as tous en tête, en plus. Tu peux tous me les citer. Oui, parce que c'est des livres qui m'ont vraiment marqué. Voilà, il y a un très beau livre de Anita Nair qui s'appelle Compartiment pour femmes. En Inde, il y a des compartiments de train pour femmes. Okay. Les questions de violence. Et donc, elle rentre dans ce compartiment et elle raconte ce qui se passe. Quoi. C'est une forme de gynécée, comme ça. Comme ce que je disais tout à l'heure, c'est un huis clos. Huis clos, encore une fois. Ferroviaire, là, sur le coup. Ouais. Quand je parlais de huis clos urbain, là, c'est un huis clos ferroviaire. Quoi. Il y a beaucoup de contre-exemples. Petite anecdote, justement, compartiment pour dames. Une fois, j'ai pris le train en Inde et je me suis trompé. Je suis monté dans le compartiment des femmes. Ah oui, ça va être gênant sur ce moment-là. On se dit qu'on n'est pas. Et donc, je m'assois et je vois que des femmes et je ne me rends pas compte parce que, voilà. Et puis, elle me regarde en me disant, mais qu'est-ce qu'il faut là? Mais en même temps, elle rigolait parce qu'elle savait que je m'étais trompé. Voilà. Ça va, elle ne devait pas être méchante non plus. Non, au contraire, c'était des super regards bienveillants et voilà, ça m'avait touché parce que quand je suis descendu, le chef de train m'a dit, mais vous êtes monté dans un compartiment pour femmes, quoi. Il ne vous est pas réservé. Ok. Avec tout ça, entre la littérature, ça fait beaucoup d'heures de lecture quand même, tout ça. Ouais. L'écriture et le métier d'architecte, est-ce que tu as une méthode, une routine, quelque chose qui te permet de gérer tout ça et d'avoir du temps pour faire tout ça? Il faut être organisé. Hein. Moi, je n'ai pas de routine parce que j'ai la chance, ou en tout cas j'ai l'impression qu'aucune journée ne ressemble à une autre dans ma semaine. Quoi. Je dirais que j'ai plutôt une morning routine. Comme les influenceurs. C'est ça. Non, mais quand je me lève le matin et que je me rase, comme on dit, je me pose la question comment je peux être utile dans la journée. Je pense à ce livre du généticien Axel Kahn qui s'appelle Raisonnable et humain. Et c'est le titre du livre, et c'est son père qui lui disait toujours sois raisonnable et humain. Et il en a fait un très beau livre. Et voilà, moi je voudrais être utile, raisonnable et humain. Et un peu espiègle quand même, parce que ma mère me disait toujours que j'étais espiègle et j'aime bien garder cet aspect de moi-même, quoi, de taquin et espiègle. C'est bien, c'est ça fait souvenir ma morning routine. Devant le miroir le matin, alors, on va être un petit peu espiègle. Exactement, et raisonnable et humain, voilà, c'est ça. Un livre à lire, encore un de plus dans toute la quantité qu'on en a entendu aujourd'hui. Dernière question, on arrive sur la fin. Mais déjà, avant tout, merci beaucoup d'avoir partagé autant de choses. Plaisir, avec nous. Vraiment, on a passé un super moment. Et la dernière question qu'on pose à tout le monde, c'est, même si des œuvres, je m'en ai cité, mais un paquet aujourd'hui, s'il y en avait une qui t'a vraiment marqué, inspiré, et qu'il faudrait que impérativement tout le monde regarde d'après toi. Ouais. Moi, je réponds jamais aux questions, j'ai 2 œuvres. Non, je pensais... On gardera que la première, on coupera au montage. Non, je vais répondre à côté et juste. À côté, c'est plutôt que des œuvres, c'est plutôt des ouvrages d'art. J'ai parlé tout à l'heure de l'architecture antique, romaine, grecque, égyptienne et mésopotamienne.
Moi, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est les ouvrages d'art, mais des ouvrages d'art particuliers, les aqueducs. Ces grands ponts qui amènent l'eau sur 20 km, le pont du Gard, en Iran, on appelle ça des khanats. C'est des systèmes d'évacuation qui font qu'on récupère l'eau des neiges de la montagne au nord à Téhéran pour récupérer cette eau, pour l'amener jusqu'à dans la ville et transformer pour arroser les champs ou l'utiliser dans la vie domestique. Au Maroc, on l'appelle les sagias. C'est aussi, voilà, parce que l'eau, c'est la vie et faire venir l'eau à 20 km pour faire vivre des cités humaines, des établissements humains, je trouve ça fabuleux, quoi. On le les voit. moyens qu'ils avaient à l'époque, au final, qui n'étaient pas si bons que ça. Ils faisaient des ouvrages qui étaient incroyables, colossaux, quoi. Il y a, regardez Ségovie en Espagne ou Ronda, Nîmes, toutes les villes romaines autour. Pour répondre à la question sur une œuvre d'art, je préparais un cours là que je vais faire sur l'histoire de l'architecture et l'histoire de l'art, et j'ai regardé tout à l'heure le dictionnaire des artistes et de l'art, et il y a ce tableau de René Magritte, un peintre belge, qui s'appelle L'Empire des Lumières, et j'aime beaucoup ce tableau. Vous verrez, L'Empire des Lumières, c'est l'histoire d'un peintre distrait qui dessine une ville la nuit avec un ciel de jour. C'est de l'absurde, une sorte de la peinture de l'absurde, mais le cerveau l'accepte. C'est-à-dire que quand on le regarde, c'est beau, et on a un côté comme ça. J'aime beaucoup la peinture décalée de René Magritte, quoi, avec des titres qui sont assez parlants. Là, c'est L'Empire des Lumières. Il y a un autre titre qui s'appelle La durée poignardée. C'est l'histoire c'est le tableau où on voit un train qui poignarde une cheminée. C'est un peu absurde, mais le cerveau, du coup, l'accepte apparemment. Et j'aime l'idée de ça, que en fait, le cerveau est capable d'une souplesse et d'une plasticité incroyable qui fait qu'on peut accepter de vivre dans une ville la nuit avec un soleil de jour, quoi. C'est beau. Et du coup, on ira tous voir ça. Moi, le premier qui n'ai jamais L'Empire des Lumières. L'Empire des Lumières de René Magritte. Exact. Ok, mais parfait. Merci beaucoup encore une fois. Et on va se quitter là-dessus. Merci à vous, merci à toute l'équipe, et puis de m'avoir invité pour dire des bêtises, quoi. On n'a pas entendu beaucoup de bêtises aujourd'hui. À bientôt. Merci.